Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour la deuxième FAQ de la chaîne. Je vous l'ai dit il y a quelques jours qu'on allait organiser une petite FAQ pour discuter ensemble, faire le point, faire suivre l'avancée de la chaîne sur YouTube. Alors je fais l'intro assez courte parce que ça va être une vidéo assez longue, vous m'avez posé beaucoup de questions. L'occasion bien évidemment de vous remercier pour votre soutien, toujours plus important ces dernières semaines, ça fait extrêmement chaud au cœur. Et j'en profite aussi pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous m'avez posé une question, mais j'ai aussi une question à vous poser et je la posais en fin de vidéo. Alors, vous n'êtes pas obligé de me regarder pendant toute la durée de la vidéo, vous pouvez poser le téléphone ou l'ordi ou faites ce que vous voulez, mais vous pouvez m'écouter en mode podcast tranquille, je répéterai toutes les questions, donc voilà, l'idée c'est de suivre un petit peu la discussion et d'être chill quoi, tranquillement. J'espère que votre été se passe bien, que tout va bien pour vous, bon courage si vous êtes au boulot, au travail ou que sais-je, mais voilà, alors installez-vous bien confortablement. Prenez à boire et à manger et puis on est parti. Je pense que l'idée de la FAQ c'est pas trop mal. Chaque été on pourrait se caler un petit créneau comme ça pour discuter et pour voilà, aussi suivre l'avancée de la chaîne. Alors je voulais classer les questions en 3 thèmes, donc les thèmes football, YouTube et perso. Sauf que beaucoup d'entre vous m'ont posé beaucoup de questions en même temps. Donc ça allait prendre trop de temps de tout classer, donc j'ai classé en fait par canaux de questions. Donc on va commencer par les questions Twitter, puis les questions Instagram, puis enfin les questions YouTube. Voilà. Allez, on ouvre le bal avec Féru de Géographie, super compte Twitter que je salue. Je te suis depuis relativement peu de temps, mes questions risquent d'être de la redite. D'où viens-tu? On connaît ton attrait pour certains coins du monde, mais quelles sont tes équipes de cœur? Qu'as-tu fait comme études? Des projets particuliers cette année? Alors d'où viens-tu? Ça répondra à la question de certains d'ailleurs aussi. Je suis né à Haguenau, c'est une ville à 30 km environ au nord de Strasbourg, donc c'est en Alsace. Je viens de l'est de la France, j'habite en Alsace, mais j'ai une grande partie de ma famille qui est mosellane, donc qui vient à côté de Metz. Donc j'aime bien dire que je suis quelqu'un de l'Est en fait, je suis vraiment quelqu'un de l'Est de la France. Voilà. On connaît ton attrait pour certains coins du monde, mais quelle est ton équipe de cœur? Alors là, ça répondra à la question aussi de beaucoup de monde, notamment Mister Foot que je salue, Hughes, Eskills, Dorian, Maroc 44, Jordan Indians, etc. Alors, étant donné que j'ai une famille, même si j'habite en Alsace, j'ai quand même une famille qui vient de Moselle, j'ai un attrait pour le FC Metz, un grand affect pour le FC Metz parce que ma famille m'y a emmené quand j'étais petit à Saint-Symphorien plusieurs fois et donc je me suis un peu noué en quelque sorte avec ce club que je suis régulièrement, que je vais voir aussi au stade quand j'ai un peu le temps. Et puis l'autre grand club que je suis, ça beaucoup le savent, parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est la Juve, la Juventus Turin. La raison est simple, je suis d'origine italienne et ma famille m'a transmis en fait la passion de la Juve, puisque c'est un peu le club qui est soutenu dans la famille qui était suivi. Qu'as-tu fait comme études? Alors c'est une question que m'a également posée Hughes sur Insta. Alors je suis toujours étudiant à l'heure actuelle, j'ai passé mon bac, j'ai eu le bac ES en 2019 et donc je vais rentrer en 5e année en Master 2 à Sciences Po en négociation et expertise internationale. Donc c'est le domaine des relations internationales. C'est pas du tout ce que je fais sur YouTube, c'est pas du tout le domaine du sport et du football, quoique, en fait, il y a quand même pas mal de relations internationales, d'histoire et de géopolitique sur la chaîne. Donc c'est ça ce que j'ai réussi à faire aussi avec cette chaîne YouTube, c'est mêler en fait mon autre passion, en tout cas mon domaine d'études, quelque chose que j'adore, les relations internationales, l'histoire, la géopolitique et bien sûr avec le football. Des projets particuliers cette année? Oui, je ne peux pas tout vous dire pour le moment parce que ça va arriver. Alors cette année, je dis pour la saison prochaine, ça va arriver, beaucoup de belles choses. Saison 4, beaucoup de vidéos prévues, des grandes séries. Et puis bien sûr en 2024, va arriver l'Euro, va arriver de grandes compétitions aussi. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je travaille dessus et voilà, j'espère que ça va être une belle année. On enchaîne Data Players, le copain que je salue. Allez voir, je mettrai sa chaîne YouTube en description. Je mettrai quelques chaînes YouTube de copains. Donc n'hésitez pas à aller voir. Quels sont tes 3 joueurs actuels préférés? Alors je ne vais pas être très original, il y en a 2 qui viennent de mon club. Chiesa, qui est pour moi le plus grand talent italien à l'heure actuelle. Vlahovic, qui est un joueur que j'adore. Il faut savoir que je le suis depuis très longtemps parce que j'habitais à Florence à un moment. Certains le savent puisque j'avais fait pas mal de vidéos sur la chaîne. Et Vlahovic joue à la Fiorentina, donc j'allais souvent le voir et
Je suis vraiment tombé amoureux du joueur. Alors, il a été un peu plus en difficulté cette année avec la Juve, mais il n'est pas aidé. Mais c'est un joueur que j'adore et puis il a un peu cette mentalité qui m'a fait adorer Ibrahimovic. Et on sait que Lovic s'en est beaucoup inspiré, d'Ibra. Et le dernier joueur actuel, je vais mettre Luka Modric. C'est un joueur que j'adore. Tellement élégant, tellement classe, lucide, humble, un grand champion. Voilà, j'adore ce joueur. Chronique de foot, Raphaël, petit coucou à toi. Ancienne chaîne au Café du Sport qui s'appelle maintenant Chronique de foot. Vu le succès de ta chaîne, est-ce que ça chamboule ce que tu avais prévu pour ta carrière pro? Ton avis sur le format actuel et futur de la Coupe d'Europe? Quel serait ton format idéal? Ton niveau sur FIFA PES? Alors, vu le succès de ta chaîne, est-ce que ça chamboule ce que tu avais prévu pour ta carrière pro? Alors, si ta question c'est est-ce que tu as envie de devenir youtubeur à plein temps, de t'engager uniquement sur ta chaîne? La réponse est non. Ça n'a jamais été. Et ça ne le sera pas. Moi, j'ai un but bien précis professionnellement. J'ai pas envie de me lancer à plein temps sur YouTube. J'ai toujours dit que c'était une occupation, un passe-temps et que c'était juste de la passion. Je n'ai absolument pas envie de me lancer là-dedans, même si je peux gagner de l'argent avec, même si je peux avoir une plus grosse communauté. Ma carrière pro, elle ne s'inscrit pas sur YouTube. Ton avis sur le format actuel et futur de la Coupe d'Europe? Quel serait ton format idéal? C'est une très bonne question. Alors, le format actuel, je l'aime bien, mais je l'aime bien dans la forme groupe de 4, 8e, quart, etc. Maintenant, on sait très bien que c'est très très élitiste, qu'on n'a pas de possibilité de voir une petite équipe gagner avec des champions, qu'on a souvent les clubs anglais, parfois espagnols, allemands, italiens qui vont très loin, mais surtout les clubs anglais. Alors, on peut se retrouver avec un huitième de finale ou un plateau de quart de finale où 50% des clubs engagés c'est des Anglais. Voilà, c'est un format actuel imparfait, mais que je trouve mieux que celui qui arrive, parce que c'est mine de rien une ligue, ça va être une ligue fermée en fait. L'objectif de cette Coupe d'Europe, enfin de cette nouvelle Coupe d'Europe, ça va être de nous proposer des gros matchs à chaque fois. Donc de nous enlever en fait, parce qu'il peut parfois faire le charme un peu du football. On a envie d'avoir des Real Bayern, des Real City, des machins. Moi, ça me plaît pas trop. Et puis, ouais, ce format, il y aura beaucoup plus de matchs. Je ne suis pas forcément convaincu par ce format. Et alors, quel serait ton format idéal? Je vais un peu copier ce qu'a fait Max, de la chaîne Max de foot, qui est un excellent youtubeur que j'ai reçu avec grand plaisir sur la chaîne. Mon format idéal, il reprend pas mal de choses. Moi, la Ligue des Champions, par exemple, j'aimerais que ce soit une vraie Ligue des Champions. C'est-à-dire que sur les 32 qualifiés, on est 15, la moitié, on va dire, 16, 15, 16 équipes qui soient des champions. Que le champion de Belgique, par exemple, il soit directement qualifié, qu'il n'ait pas à passer par 3-4 tours de qualification, je ne sais pas combien. Que le champion de Slovénie soit peut-être à un match de jouer la Ligue des Champions. Une vraie Ligue des Champions, qu'on limite les places pour les deuxièmes, pour les troisièmes, quatrièmes, des championnats les plus forts, quoi. Je trouve que ce serait un format très intéressant. Il avait à peu près développé ça, Max. Donc je trouve vraiment que ce serait une vraie Ligue des Champions, quoi. Ton niveau sur FIFA PES? Alors, moi j'ai commencé sur PES jusqu'en 2012-13. Après je suis passé sur FIFA. Donc sur FIFA, moi je joue en champion légende. Ça dépend des matchs, ça dépend des envies aussi. Donc c'est un niveau, ça va quoi, je me débrouille bien, j'ai déjà gagné quelques tournois entre potes. Voilà. Question de Agista ensuite, si tu devais avoir un joueur modèle, qui serait-il? C'est une très bonne question et ça me fait penser à la vidéo que j'ai réalisée avec Petit Pharaon, que je salue. Où on avait fait le capitaine idéal. Je vais te citer deux capitaines. Pour moi, c'est deux joueurs qui sont les joueurs modèles par excellence. J'en ai deux en tête, il y en a d'autres, mais j'en ai là deux en tête. Philippe Lahm et Gianluigi Buffon. Parce ils ont été des joueurs complets à leur poste, qui ont eu une grande carrière, qui ont été d'une exemplarité et d'un professionnalisme magnifique. Et moi, j'adore les joueurs professionnels. Des joueurs respectueux de l'adversaire, de l'arbitre, des supporters, des joueurs qui ont fait preuve de beaucoup d'intelligence sur le terrain, de beaucoup de lucidité, des joueurs aussi qui, on les sentait investis dans leur collectif. Il n'y avait pas l'idée de je suis supérieur à l'autre, moi je veux être lui, je veux me prendre pour je sais pas qui. Des joueurs qui bonifiaient le collectif et qui se bonifiaient dans le collectif. Et enfin, un dernier point que je voulais dire sur ces deux joueurs, ils ont une carrière exceptionnelle, bien évidemment. Des joueurs intelligents aussi,
C'est des joueurs qui, on l'a vu, Philippe Lam, il est maintenant directeur du tournoi de l'Euro 2024. C'est un joueur intelligent, je veux dire, on ne confie pas une tâche pareille à n'importe qui. Donc j'aime bien les joueurs aussi qui sont capables de réfléchir. Ce sont des joueurs modèles pour moi et aussi des monstres d'humilité. C'est pas des joueurs aussi qu'on va voir, qu'on a vu poster 50 000 photos avec des Lamborghini, des Rolex, en train de faire la fête à Ibiza. Enfin voilà, c'est des joueurs qui sont aussi, qui ont un peu les pieds sur terre et je trouve ça top. Jules, combien de temps passes-tu environ sur tes vidéos par semaine? Continue comme ça. Merci à toi Jules, ça fait super plaisir. Et c'était aussi une question posée par Tristan Massilia sur Insta, donc je te réponds aussi Tristan. Alors, il y a certaines vidéos qui sont très courtes, qui ont été très courtes à réaliser. Je pense par exemple aux vidéos que je ne réalise plus en fait actuellement, c'est-à-dire l'analyse sur les logos. Avant j'avais une série qui s'appelait J'analyse des logos de clubs de football. C'était très court à réaliser, environ, je pense que la vidéo était prête en 3-4 heures, c'est-à-dire écriture, tournage, montage. Moi il faut savoir que toutes mes vidéos, à part par exemple celle-ci ou d'autres, ce sont des vidéos écrites. Tout est préparé, il n'y a rien d'improvisé. Donc ça c'était la durée vraiment minimale, hein, 4 heures on va dire. 4 heures pour faire écriture, tournage, montage. La vidéo était terminée. Il y a des vidéos maintenant beaucoup plus longues, par exemple les vidéos sur les déliés de l'Étoile Rouge de Belgrade, ça a été une longue vidéo, tant dans la recherche, dans l'écriture, le tournage, le montage. En moyenne, je pense je peux passer entre 10 heures et 25 heures. C'est une grosse fourchette, mais c'est environ ça. Environ. Donc si je devais faire une moyenne, je pense qu'on est aux alentours de 15-16 heures par vidéo. Du début à la fin, hein. Donc de l'écriture, je commence à rechercher, à la miniature est faite, je poste la vidéo. Je pense qu'on est aux alentours de 15-16 heures en moyenne. Idriss de la chaîne Amour du Maillot, un petit coucou à toi Idriss. Je vous mettrai sa chaîne en description. Si tu pouvais voir jouer en vrai 3 joueurs qui ont arrêté de jouer avant ta naissance, qui choisirais-tu? Roberto Baggio, à n'en pas douter. Platini. Et bon, je ne vais pas être très original, mais Maradona. Je pense que beaucoup de monde a Maradona d'ailleurs. Gillian, l'Exotol, salut à toi mon pote. Ton équipe surprise de la saison passée, Lens. Je pense que je mettrai Lens. C'est surprise dans le sens où ils ont une équipe très forte, très complète. Ça jouait bien et ils ont largement mérité leur deuxième place. Mais est-ce qu'on les attendait deuxième? Je ne pense pas. Est-ce qu'on attendait revoir Lens en Champions League? Donc forcément, pour moi, Lens, c'est l'équipe surprise de la saison passée. Ton ressenti sur l'évolution de la chaîne et qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite? Comment tu fais pour être toujours si bien coiffé? N'importe quoi. Alors mon ressenti sur l'évolution de la chaîne, très content, bien évidemment très content. Alors on va pas s'emballer, c'est au moment où je tourne, je ne sais pas si on a 9000 abonnés. Je crois qu'on est un peu 8600, 8700. Ça m'inspire beaucoup de choses, je suis très content. Je pense que la chaîne peut encore faire mieux. Voilà, mais c'est pas une obsession, c'est pas une course contre la montre. Moi, l'objectif, c'est de... Je me fais bouffer par les moustiques. L'objectif, c'est de prendre du plaisir et de dévoiler ma passion aux gens, de discuter avec vous, de pouvoir aussi échanger sur certains sujets qui peuvent être compliqués. Mais en tout cas, je suis très content de faire ce que je fais sur YouTube et l'évolution de la chaîne me fait sentir que j'ai déjà réussi ce que je voulais faire. Parce que j'ai pris un plaisir fou en faisant beaucoup de sujets originaux qu'on ne trouve pas sur YouTube. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Et puis pour ta dernière question, j'ai pas le secret. Franchement, je sais pas. Allez vous abonner à la chaîne Exoto, je vous mettrai ça en description. Kylian, pareil, super, la star du football asiatique, je vous mettrai ça en description. Comment tu fais pour être aussi à l'aise devant la caméra? Sinon, plus sérieusement, laquelle de tes séries tu préfères faire sur ta chaîne? Alors pour ta première question, je pense que c'est que le temps qui fait la chose en fait, qui fait que tu prends plus de confiance, plus d'assurance. Si tu veux, moi aujourd'hui, quand je clique sur les quelques premières vidéos de la chaîne, je me trouve, mais c'est une catastrophe. J'arrive pas à regarder plus de 10 secondes. Et moi, j'ai du mal aussi à me regarder. Je regarde très peu d'anciennes vidéos. Alors, en plus, quand c'est des vidéos, les premières vidéos, voilà. Donc, le conseil, c'est le temps. Et aussi les retours, les critiques parfois. Parle moins fort, parle moins vite, parle plus fort. Ça peut être intéressant aussi pour être plus à l'aise. Et sinon, plus sérieusement, laquelle de tes séries tu préfères faire sur ta chaîne? Alors moi, ce que je considère sur ma chaîne qu'il y a 3 grandes séries qui sont 3 piliers. Ultra politique, Zoom sur le foot et Grand Récit. C'est les 3 grandes séries de la chaîne. Après, vous avez d'autres petites séries. Par exemple, la série sur les logos des clubs de football que je fais plus, que je referai peut-être encore, mais c'est pas sûr.
c'est une série un peu annexe. Les rivalités des sélections nationales, pareil, c'est une grande série de la chaîne, mais c'est pas un des piliers. Si je devais choisir une grande série, c'est Ultra et Politique. Je pense que c'est ma préférée et ouais, je prends un plaisir fou à la faire. Noé Foski ensuite. Quelle est pour toi la série phare de la chaîne? Bon ben voilà, je viens de répondre, Ultra et Politique, je pense. As-tu pour projet de te rendre en Allemagne l'été prochain? Si oui, pour quel match? Que penses-tu de la gestion de la Juve depuis quelques années? Pourquoi les Ultras, même s'ils ne sont plus dans le stade, ne réagissent-ils pas? Bonne vidéo et bonne continuation. Merci à toi. Question pas simple la dernière. Alors, as-tu projet de te rendre en Allemagne l'été prochain? L'été prochain, c'est cet été, je suppose. Alors cet été, je ne sais pas. Mais pour la saison qui arrive, j'aimerais bien aller en Allemagne voir quelques matchs. Il y a 2 stades que je vise impérativement, que je veux faire. C'est Francfort et Kaiserslautern. D'abord, c'est pas très loin de chez moi et il faut absolument que je les fasse. Donc j'ai très envie de les faire. Après, pourquoi pas faire Mannheim, pourquoi pas faire Saarbrücken aussi. Mais voilà. Que penses-tu de la gestion de cette Juve depuis quelques années? Pourquoi les Ultras, même s'ils ne sont plus dans le stade, ne réagissent-ils pas? Alors, beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Beaucoup pensent que le Juventus Stadium, enfin l'Allianz Stadium est un stade mort. Actuellement, il l'est. Mais il faut savoir que la période entre l'ouverture et 2018, c'était une forteresse, le Juventus Stadium. Il y avait une ambiance incroyable. Alors, il y a eu une affaire de descente de police où 12 chefs ultra la Juve ont été arrêtés, il me semble que c'était en 2019. Bon, certains, ou peut-être tous, ont été blanchis dans l'affaire. Il y a une ambiance aujourd'hui qui est morbide parce qu'il y a grève d'ultra, ultra pas autorisés à revenir, on leur saisit tout le matériel à l'entrée, pas de tif, pas de drapeau, pas de mégaphone, pas de tambour, rien. Alors qu'à l'inverse, dans le parcage visiteur, tout est autorisé, donc ce qui fait que la gestion est terrible. En fait, Agnelli, donc l'ancien président, a voulu pousser tout le monde en dehors du stade, les ultras en dehors du stade. Et alors, à ta deuxième question, pourquoi les ultras, même s'ils ne sont plus dans le stade, ne réagissent-ils pas? Franchement, moi j'aimerais bien avoir la réponse. Je ne l'ai pas la réponse. Alors, il faut savoir qu'en fait, les ultras ne sont pas autorisés à rentrer collectivement, donc c'est pas de bannière, pas de bâche, mais ils peuvent rentrer individuellement. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne réagissent pas en dehors? Je ne sais pas pourquoi. Pour le moment, la réaction qu'ils ont eue, c'est de boycotter. Mais je pense qu'il y aurait mieux à faire au niveau de la réaction. Par contre, sur le sportif, ils n'ont pas protesté. C'est-à-dire que moi, il y avait une banderole pro Allegri qui avait été déployée par les ultras. Donc on ne peut pas compter sur les ultras, par exemple, pour sortir Allegri. Mais j'aimerais bien qu'on compte sur les ultras pour que eux aussi redonnent un peu de l'âme au stade. Et puis un jour on annonce le retour, un jour ils ne reviennent pas, ils sont en déplacement, pas en déplacement. C'est un peu flou comme situation. Moi, j'attends de voir un jour le retour des Drughi, des Vikings, des Nucleos, des Tradizione Bianconera, des vrais groupes et pas des petits groupes. Parce que quand les petits groupes font les déplacements, pour moi, ça ne veut pas dire que les ultras sont de retour. Donc voilà. Pas simple, mais c'est la Juve en ce moment, quoi. Ethan, qu'est-ce que tu penses de Timo Pukki et de la situation en Arabie Saoudite? Alors Timo Pukki, bon, je ne suis pas un expert du football finlandais, mais Timo Pukki, c'est un peu le joueur qui incarne, qui est un peu le leader d'une sélection, quoi. Meilleur buteur de l'histoire de la Finlande. C'est un joueur que j'ai trouvé toujours très bon dans les équipes dans lesquelles il était. Il aurait peut-être, à mon goût, pu partir de Norwich à un moment pour essayer peut-être de jouer dans un club plus haut. Maintenant, voilà, il me fait penser un peu à c'est pas le même registre, mais un peu un Gareth Bale pour le Pays de Galles, une sorte de leader, vous voyez. En tout cas, c'est un bon joueur et il me semble qu'aujourd'hui, il joue en MLS, si je ne m'abuse. Donc voilà, après, c'est toi l'expert, hein, donc c'est à toi qu'il faut poser la question. Alors la situation en Arabie Saoudite, alors ça n'a échappé à personne, cette situation où l'Arabie Saoudite achète tout ce qu'il est possible d'acheter, des contrats faramineux, des millions, voire des milliards, ils avaient proposé 1 milliard à Messi. Bien évidemment que c'est un petit peu inquiétant parce que c'est uniquement de l'argent. Hein. Je veux dire, quand vous avez plein de joueurs qui, dans une année où vous avez soit en milieu, soit en fin de compétition, Cannes, Euro, Copa América, qu'il y en a plein qui bougent là-bas, on ne va pas me dire que c'est pour le sportif. C'est uniquement, bien sûr, pour de l'argent. Maintenant, ce que je veux dire, il ne faut pas faire les aveugles aussi sur l'Arabie Saoudite, c'est super mal, c'est terrible. Je veux dire, quand Manchester City achète tout et n'importe quoi et viole, mais je ne sais combien de règlements, que l'UEFA ne voit rien, Chelsea pareil, que le Bayern achète un joueur de 13 ans à 300 000 €,
Déjà, le football européen, il a aussi ses torts. Voilà. Et le football européen, il a aussi fonctionné en mettant de l'argent. Néanmoins, on est d'accord que l'Arabie Saoudite, je veux dire, il faut voir le poids politique que c'est. Je veux dire, ces transferts, c'est uniquement politique pour l'Arabie Saoudite. Parce que tout l'argent vient du fonds qui est géré par la famille royale. MBS, il adore le football, il entretient des très bons liens avec la FIFA et avec Infantino. Donc c'est uniquement politique ce qui se passe. Et puis, il ne faut pas l'oublier non plus, mais l'Arabie Saoudite, moi je suis un petit peu inquiet de certains joueurs qui ne réfléchissent pas avec des considérations quand même un peu éthiques, un peu morales. Parce que je veux dire, aller en Arabie Saoudite, accepter l'argent de l'Arabie Saoudite, voilà, moralement, c'est un peu comme les débats qu'il y a eu pour le Qatar, etc. Moralement, on peut aussi se questionner. C'est quand même un pays où les droits de l'homme sont bafoués, où vous pouvez mourir tranché avec un sabre. La peine de mort est toujours présente. Donc voilà, maintenant, il ne faut pas faire les aveugles non plus et dire oh, l'Arabie Saoudite, c'est des méchants, regardez ce qu'ils font, ils tuent le football, alors que il y a des clubs en Europe qui ont aussi tué le football et qui ont enfreint beaucoup de règles. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faudrait encadrer ça. C'est pas à l'UEFA de le faire puisque c'est pas un pays européen, mais que la FIFA peut-être encadre ces transferts ou en tout cas qu'on surveille attentivement la situation. On enchaîne avec une question de Enzo Payot. Salut Enzo, le championnat, l'équipe, l'entraîneur et le joueur que tu vas davantage suivre de près cette saison. Alors le championnat, j'ai bien envie de suivre plus le championnat belge. Je connais pas grand chose. Mais il y a de belles équipes, de belles ambiances aussi. Et j'ai l'impression que c'est un championnat qui progresse bien. On a vu encore le dénouement l'année dernière qui est absolument fantastique. Donc ça m'intéresse de suivre ce championnat que je ne connais pas assez en tout cas. L'équipe, l'entraîneur, alors ils vont aller ensemble, c'est Brighton et De Zerbi. Ils vont jouer l'Europe, c'est un jeu plaisant. J'adore De Zerbi, l'entraîneur italien moderne, vraiment voilà, qui propose quelque chose. Donc Brighton, De Zerbi, suivre avec attention. Moi, il faut savoir que les Première Ligue, je ne suis pas trop. Donc, suivre un peu plus Brighton, ça m'intéresse. Et puis, le joueur que tu vas davantage suivre, Milos Kerkez, le Hongrois, qui a signé à Bournemouth. Je n'ai pas trop compris pourquoi ça avait capoté avec Benfica, mais quand je l'ai vu avec la Z, je me suis dit, waouh, sacré joueur celui-là, il a un gros potentiel. Et j'en avais parlé dans le Zoom sur le foot en Hongrie, il y a l'Euro qui arrive, la Hongrie sera probablement. Donc, très envie de voir ce joueur, peut-être à l'Euro, et puis voilà, cette saison en Angleterre. On continue, Fennecoq, bonsoir, quelle place occupe le football dans ton quotidien? Comment abordes-tu ta passion pour la capricieuse dans tes études, vie sociale, avec un supporterisme assumé, un peu méprisé dans la société française? Quel est le club que tu supportes? Pour quel club ressens-tu de la sympathie? Alors bonjour à toi l'ami, merci encore pour tes récents messages, ça fait très plaisir. Quelle place occupe le football dans ton quotidien? Bon, c'est beaucoup de choses depuis le début. Ça a été un sport de club, sport de loisir, le sport avec que je regarde, que j'ai quand même un peu analysé, avec ma passion, quoi. Je discute avec les gens, maintenant j'ai une chaîne YouTube dessus, je lis beaucoup de choses dessus, j'écris des choses dessus, donc c'est une place très importante, comme vous pouvez vous en douter. Comment abordes-tu ta passion pour la capricieuse dans tes études sociales avec un supporterisme assumé, un peu méprisé dans la société française? Alors, j'ai eu la chance d'avoir toujours des personnes qui étaient intéressées par le supporterisme, de discuter avec des personnes intéressées. Et encore avec la chaîne, on le voit, où il y a pas mal de monde qui est intéressé par le monde ultra et la culture ultra, la culture de la tribune. Donc, au final, c'était, même si c'est, on va dire, quelque chose qui est un peu médiatisé et un peu méprisé en France, c'est toujours un plaisir de discuter avec des gens qui sont passionnés. Quel club que tu supportes? J'ai répondu. Pour quel club ressens-tu de la sympathie? Il y a des clubs, par exemple, comme j'ai pas mal voyagé à un certain moment, j'aimais bien voir les stades de football quand j'allais sur place. Donc par exemple, quand j'ai vu le stade de Séville ou de Cordoba en Espagne, c'est des clubs avec qui je me suis un peu intéressé. Donc c'est un club pour lequel j'ai de la sympathie, quoi. Par exemple, l'AC Milan, c'est un rival de la Juve, mais c'est pas un club que je déteste. Je suis un club dont je suis plutôt respectueux, admiratif, parce que c'est un immense club. Et puis il y a la Fiorentina, alors c'est un peu bizarre de dire ça pour un Juventino. Je ne suis pas supporter de la Fiorentina, loin de là. Mais étant donné que j'ai vécu un an en Florence et que j'ai passé une année absolument incroyable, la meilleure de ma vie, et que je me suis lié avec la ville, avec les amis, forcément, son club de football, il y a un petit affect. TTT, quel est ton premier / plus fort souvenir dans le foot? L'arrivée des nouvelles technologies dans le foot, Goal Line Technology VAR Data, peut-elle amener à une industrialisation du foot comme dans l'économie réelle et à terme perdre son essence? Alors mon premier souvenir dans le foot, c'est
le but de Grosso contre l'Allemagne en Coupe du Monde 2006, j'avais un peu plus de 4 ans. C'est mon premier souvenir, je me revois encore. Même la Coupe du Monde 2006, peut-être les 2 derniers matchs, la finale, la demi-finale avec l'Allemagne, j'ai des flashs comme ça. C'est vraiment un vrai souvenir. Et sinon, l'autre grand souvenir où là je me souviens bien, parce que la Coupe du Monde 2006 c'était des flashs, c'est l'Euro 2008. L'Euro 2008, le deuxième album Panini que j'ai fait. Et là j'ai suivi la compétition comme un taré. J'avais 7-8 ans. Voilà. Là c'était vraiment le feu là. Donc là, c'est mon vrai premier souvenir fort où je m'en souviens bien. Voilà. L'arrivée des nouvelles technologies dans le foot donc peut-elle amener à une industrialisation du foot comme dans l'économie réelle à terme perd son essence? Alors je pense pas. C'est-à-dire que moi je ne suis pas un réfractaire de la technologie. Je pense que c'est pas la technologie qui peut dénaturer la nature du football, mais c'est comment on les utilise. Et il est là le problème. C'est-à-dire qu'on prenne 15 minutes à utiliser la VAR, voilà, ça tue le football. Qu'il y ait pour certains matchs la goal line, la VAR et pas à d'autres, là je comprends pas. Donc il faut qu'il y ait une uniformisation, quelque chose que ça aille beaucoup plus vite, que ça suive le rythme du jeu. Je ne pense pas que la technologie, et y compris les datas, les données, etc., soit mauvaise pour le football. Au contraire, je pense que ça offre une nouvelle aide, ça permet d'avancer, de moderniser le football. On peut moderniser sans dénaturer. Mais cette modernisation, il faut qu'elle soit complète et qu'elle soit aussi efficiente pour le jeu. Or actuellement, ce qui dénature le jeu, c'est les temps morts, c'est les mauvaises utilisations, les mauvaises interprétations, l'absence de règles, le flou. C'est ça qui dénature en fait je trouve en tout cas. Gualtiero, ciao l'ami, je mettrai ta petite chaîne en description. Grand fan de football italien, donc et puis il était passé en plus, Gualtiero, sur la chaîne, vous vous souvenez, lors de l'Arena Quiz. Comment vas-tu? Voici une question à laquelle je m'intéresse également. Quelle est ton opinion sur l'évolution du football depuis une dizaine d'années et ton sentiment sur son futur? Ça fait une petite transition avec la question d'avant. Alors, il y a des choses qui m'inquiètent, des choses qui ne m'inquiètent, qui sont un peu plus optimistes. Ce qui m'inquiète par exemple, c'est l'évolution que vont prendre certaines compétitions. Je pense à la Coupe du Monde et à la Ligue des Champions. Alors, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis un petit peu inquiet parce que je trouve que ça part dans tous les sens et qu'on est dans une vraie surcharge de football. Un peu comme on en avait parlé pour la Coupe du Monde biennale, donc la Coupe du Monde tous les 2 ans. On est dans une surcharge. Et ça m'inquiète. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Les compétitions élitistes, c'est quelque chose qui m'inquiète. Quand je vois qu'on veut faire une ligue fermée, voilà, ça m'inquiète. En revanche, il y a des points... Alors attends, j'ai un autre point négatif. L'autre point négatif, c'est tout ce qui est « je veux tuer la passion et je veux américaniser le sport ». Moi, quand je vois en MLS, qui est un championnat très bien avec des stades magnifiques, etc. Mais quand je vois tout ce show qui est fait autour du football, ces supporters qui s'en vont dans le stade quand Messi il sort du terrain, tous ces shows lumineux, ces machins, je n'en veux pas dans le football européen. Parce que ça, c'est pas ça le football européen. Le football européen, c'est les tribunes, c'est les supporters, c'est aussi la localité. C'est pas cette volonté de faire un show. Voilà. Moi, je veux pas qu'un jour on arrive en football et qu'à la mi-temps on a un concert de Beyoncé. Ça, je vous le dis, voilà, pourtant j'irai contre Beyoncé et c'est génial des concerts. Mais je veux pas qu'il y ait ça en football. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que par exemple, ce qui arrive à la Juve, on vire les ultras et on met un DJ set à la place. Ça, c'est une catastrophe. Parce que c'est pas une boîte de nuit. Je veux dire, moi, je vais dans un salle de football, c'est pour vibrer, sentir une odeur, sentir un bruit, sentir un chant. C'est pas pour entendre des grosses basses qui me pètent les oreilles. Voilà, ça, c'est des choses qui m'inquiètent. Et c'est pas tant sur l'aspect purement footballistique, c'est aussi sur l'aspect organisationnel, logistique, culturel même. Voilà, maintenant il y a des points positifs qui restent voilà, qui moi me rendent optimiste. C'est par exemple la Conference League. C'est une compétition que j'adore, que je trouve excellente. Mais excellente, parce qu'on a des petits clubs qui peuvent jouer l'Europe, on a des ambiances, des joueurs, voilà, je trouve que c'est une bénédiction cette compétition. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je sais que certains partagent l'avis, on en avait parlé sur la chaîne. La Ligue des Nations, pour moi, est aussi une bénédiction. C'est une excellente idée, parce que ça permet d'aller demander à des Croates, ou à des Slovènes, ou à des Bosniaques, ou à qui vous voulez, des Hongrois, que ce n'est pas une bonne compétition. Ça leur permet de jouer,
ça leur permet de vibrer. Voilà. Et je pense que dans notre culture en France, on n'a pas à apprendre à être condescendant ou à être, à être condescendant envers vers des compétitions. Et pour moi, ces compétitions-là, c'est des bonnes avancées. Voilà. Maintenant, je suis quand même, on va dire, plus pessimiste qu'optimiste concernant le football, sans rajouter tout l'aspect autour de l'argent, le fait que c'est vraiment devenu un business. Alors, le football, c'est du business, on est d'accord, un club de foot, c'est une entreprise privée en général, donc il faut qu'elle dégage aussi des revenus, il faut payer les salariés. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de rendre cet univers mieux, et certains clubs le font. L'Union de Berlin, par exemple, c'est un club qui marche bien et qui n'est pas totalement dans cet aspect uniquement argent. Donc voilà. Tony, ciao Valentin, j'ai réfléchi à quelques questions pour ta FAQ. Une fois tes études terminées, quel métier voudrais-tu faire? Si tu pouvais faire n'importe quel métier, quel serait celui de tes rêves? Vas-tu refaire des vlogs? C'était top, j'adorais te voir dans les stades, j'adorais également Salut Calcio Storico à Florence. Moi je l'adorais aussi celle-là. Pourquoi la communauté de l'Arena Foot n'irait-elle pas avoir un match tous ensemble? Ce serait top. Merci et bonne soirée l'ami. Merci à toi Tony, un grand fidèle de la chaîne ces derniers temps, vraiment ça me fait très très plaisir. Alors une fois tes études terminées, quel métier voudrais-tu faire? J'aimerais bien bosser dans le monde du sport et du football, bien sûr, mais le coupler peut-être à l'aspect international, donc institution internationale, fédération. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Le droit du sport également. Donc voilà, en tout cas, je suis là-dedans, dans cette optique-là, mais sinon il y a aussi le domaine des relations internationales, bien sûr, avec les institutions, et je sais qu'on peut mêler un peu les deux choses, donc ça m'intéresse beaucoup. Si tu pouvais faire n'importe quel métier, quel serait celui de tes rêves? Piloter par exemple une grande compétition, donc piloter l'organisation de l'Euro, par exemple, ça ce serait le métier de mes rêves, je pense. Vas-tu refaire des vlogs? Alors j'aime beaucoup faire les vlogs, mais moi je ne suis pas trop pour les téléphones dans les stades en fait, pour qu'on soit tout le temps derrière le téléphone, donc forcément quand tu fais un vlog tu profites moins parce que tu es quand même en train de filmer, donc voilà, moi j'aime bien profiter pleinement du match, de l'atmosphère, donc je ne sais pas, il y en aura peut-être bien évidemment, mais ce ne sera pas une obsession. En revanche, des reportages comme le Calcio Storico, c'était génial à faire et j'aimerais bien refaire ce genre de choses, ça pourrait être cool. Et puis la dernière question, je suis obligé de dire oui, hein. Bien évidemment, pourquoi la communauté de l'Arena Foot n'irait-elle pas voir un match tous ensemble? On peut s'organiser ça, moi ce sera un très très grand plaisir, et s'il y a du monde qui est intéressé pour faire ça, mais alors là, on fonce tout de suite. Bon, j'accélère parce que le temps file et on n'a que sur les questions Twitter, donc je me dépêche. Si vous passez un bon moment les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, ça me ferait très plaisir, et puis si jamais vous découvrez la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient. C'est vraiment top. Clément38, as-tu un compte Footballogie et quel pays où tu n'as jamais vu un match aimerais-tu aller? Alors j'ai un compte Footballogie mais il n'est pas mis à jour, donc il ne me sert à rien en fait. Parce que j'ai pas l'abonnement, donc je ne peux pas mettre des matchs je crois avant une certaine date. Or j'en avais vu pas mal avant. Et enfin voilà, je ne le mets pas trop à jour, donc il ne me sert à rien. Et quel pays où tu n'as jamais vu un match aimerais-tu aller? Alors en Europe, il y a 3 pays que j'aimerais beaucoup visiter. J'ai déjà été dans un pays, mais en tout cas voir. C'est Serbie, Pologne et Hongrie. Il y a ensuite le Maroc en Afrique du Nord. Et puis forcément un en Amérique latine, mais je dirais l'Argentine. J'ai vu encore d'autres jours les images monumentales. C'est hallucinant, quoi. Vraiment c'est génial. Tom Abadi, salut Tom, grand suiveur de la chaîne, et puis en plus qui vient souvent, les lives Coupe du Monde, les lives débriefs, enfin bref, il a fait plein de choses. À terme, tu veux te spécialiser en tribune, relations politiques ultra, etc. Tu as trouvé ta niche, ça marche bien, mais ça t'éloigne du terrain et de l'actu. Et avec cette spécialisation, comptes-tu faire venir d'autres spécialistes, voire même des supporters ultra? Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne me considère pas comme une chaîne ultra. C'est-à-dire que la culture ultra, le supporterisme, c'est une thématique de la chaîne, une grande thématique bien évidemment, que j'adore bien évidemment, mais c'est pas que ça. Et je ne veux pas que ce soit que ça. Il y a Zoom sur le foot, il y a aussi les grandes compétitions quand même, il y a de la géopolitique. Mais ce qui est bien avec l'ultra politique et avec l'ultra en général, et la culture ultra, c'est qu'elle me permet de combiner beaucoup de choses. Du supporterisme, de l'histoire, de la politique, des rivalités, donc c'est pas mal. Donc à ta question, tu veux te spécialiser en tribune, relations politiques, ultra, etc. sur la chaîne, non, mais ça va rester une grande thématique. Tu as trouvé ta niche, ça marche bien, ça t'éloigne du terrain et de l'actu. Alors sur cette chaîne, le terrain et l'actu, ça n'a jamais été la priorité, et je ne suis pas arrivé sur YouTube pour vous parler de l'actualité. Savoir que Manchester City a collé 3-0 à Aston Villa, c'est pas ici que vous allez voir ça. Je l'ai toujours dit. Et je ne suis jamais venu sur YouTube pour faire ça. Savoir que Bellingham a signé au Real Madrid, que Mbappé, on ne sait pas s'il part ou il reste, ça n'a jamais été ici. Et ce ne le sera pas. L'Arena Foot, c'est pas ça. Et vous me suivez
pour un autre contenu. Vous ne me suivez pas pour savoir que oui, bon, voilà, que Mbappé il va rester au PSG. Vous ne me suivez pas pour savoir que oh là là, combien de buts va planter Kane, Haaland il va marquer combien de buts. Vous ne me suivez pas pour ça. Donc le terrain, purement terrain, ça n'a jamais été vraiment une volonté sur cette chaîne. Je n'ai jamais voulu faire ça. Dès les premières vidéos où je vous présentais les trucs, le terrain n'a jamais été j'ai envie de dire, un thème important. Les débriefs, ça n'existe pas sur cette chaîne. Il peut y avoir des previews pour les grandes finales, bien évidemment. L'actualité footballistique, par exemple, sur cette chaîne, c'est un transfert qui peut avoir des dessous géopolitiques. Ce n'est pas le transfert de Tonali à Newcastle. On pourrait traiter ça en mode Newcastle, Arabie Saoudite, géopolitique, etc. Mais l'actu, elle est toujours liée à autre chose que purement du football. En tout cas, pour certains sujets. Pour l'Euro, par exemple, ou la Ligue des Champions, bien évidemment, là, c'est uniquement une vidéo football. Et il y en aura dans le futur. La CAN, un peu de Copa Américain, un peu d'Euro, et beaucoup d'Euro surtout. Bien évidemment, on parlera uniquement d'actu de terrain. Mais être proche du terrain de l'actu n'a jamais été un objectif sur cette chaîne. Et avec cette spécialisation, quand tu fais venir d'autres spécialistes, voire même des supporters ultra. Alors, d'autres spécialistes, pourquoi pas, en tout cas des gens qui sont passionnés comme moi, mais j'ai du mal à trouver des gens aussi qui sont intéressés par dévoiler leur visage. Et pour une chaîne YouTube, ou en tout cas si je veux faire par exemple une interview ou une petite entrevue ou un entretien, c'est quand même mieux si on est tous les deux à nous montrer notre visage, ce qui n'est pas forcément le cas pour des gens, et ce que je comprends absolument. Je veux dire, moi, pendant des années, je n'ai pas voulu montrer mon visage sur YouTube, donc voilà. Et puis d'autres, voire même des supporters ultra, là pareil, on est aussi sur l'identité, le visage. Il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas montrer leur visage, qui sont floutées. Alors, ça pourrait se faire, je serais très très content de faire ça. Mais c'est en effet un sujet, d'ailleurs c'est une des questions qu'on va me poser après, il me semble. Mais pourquoi pas faire ce genre de sujet, ça pourrait être intéressant. Allez, on passe aux questions Instagram, vous avez été aussi nombreux à m'en poser. Alors même si pas mal de questions ont déjà été répondues. Vivi CRX, ton groupe ultra favori en France, quel est le groupe ultra que tu détestes le plus dans le football? Alors, mon groupe ultra favori en France, je ne vais pas être original, mais j'aime bien la Horde Frénétique, qui est dans la tribune S du Saint-Symphorien. C'est un groupe ultra que j'aime bien et que j'ai vu un peu évoluer depuis des années, donc j'aime bien. Quel est le groupe ultra que tu détestes le plus dans le football? En vrai, il y en a. Je ne suis pas quelqu'un qui déteste. Vous voyez, j'ai pas une mentalité de je déteste. Après, bon, bien évidemment, le Torino, par exemple, je ne les porte pas dans mon cœur. J'ai aucun problème avec les fans du Torino avec les fans du Torino. Mais voilà, le groupe ultra du Torino, par exemple, bon, je ne l'ai pas dans mon cœur, quoi. On enchaîne avec la question qui était un peu au-dessus. Yuri Delix, tu penses faire des vidéos où tu rencontres des gens sur le mouvement ultra? Ça pourrait être très intéressant. Pourquoi pas des leaders, des fondateurs? Ça pourrait vraiment être cool, je pense. Maintenant, il faut voir si les gens sont motivés, intéressés. Je sais que ce n'est pas forcément le cas. Il y en a beaucoup qui sont un peu réfractaires de ce genre de choses. Je ne suis pas une chaîne de télé, moi je suis passionné comme ces gens-là. Donc voilà, c'est uniquement des passionnés. Vous voyez, c'est pas un reportage journalistique où je critique, où je les méprise. Bien au contraire, c'est justement la passion et puis de l'admiration d'adopter en fait un mode de vie. Parce que être ultra, il faut savoir que c'est une mentalité, mais c'est un mode de vie. Socialement, et sociologiquement, c'est même analysé comme un groupe social. C'est quelque chose vraiment de très intéressant à analyser. Il y a des sociologues du mouvement ultra, il y a des historiens du mouvement ultra, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra passionnant. Tom Grad, quel serait ton format de vidéo de rêve? Pas encore les moyens de les faire. Alors, en vrai, vous voyez les interviews de Zach Nani, Zach en roue libre ou d'Hugo Décrypte. C'est des genres de formats que j'aimerais bien tester, mais j'ai pas du tout les moyens de les faire et ni le temps. Mais j'aimerais bien les tester un peu à ma sauce, en fait, avec l'esprit de la chaîne. Ça pourrait être pas mal avec certains invités. Pourquoi pas, par exemple, des personnes du mouvement ultra. Ça pourrait être très intéressant. Je pense que ça irait bien avec la chaîne. Sinon, faire un méga stream. J'ai pas encore eu l'occasion de faire des streams de grande qualité ou des lives de grande qualité. Et pour le moment, j'ai pas encore le matériel, on va dire, le matériel pour le faire. Donc ça, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais ça va arriver parce qu'on va faire pas mal de lives l'année prochaine, plus que cette année. Je vous détaillerai ça pourquoi, mais voilà. Jordan Indians, fais-tu partie d'un groupe ultra? Ma réponse est non. 3 plus grosses ambiances en France.
ok. Je vais pas être original, je vais dire l'OM, Saint-Etienne et Lens. Mais il y a quand même d'autres très bonnes ambiances en France. Faut pas non plus. Et j'aime pas trop cette idée de top 3, de classer. Voilà, moi par exemple, j'adore l'ambiance de la Beaujoire. Nantes, c'est une super ambiance. Rennes, c'est très bien aussi. Le Bordeaux, c'est top aussi. Donc voilà. Mais si je devais en retenir 3, bon, ben, je pense que Saint-Etienne, on l'a encore vu l'année dernière en Ligue 2. C'est impossible de ne pas les mettre dans les meilleurs ultra français. Voilà, c'est exceptionnel. Roméo d'Amo Roma, super compte, top équipe. La communauté de l'AS Roma en France, elle est vraiment géniale, donc je leur fais un petit coucou. Quel est ton top 3 des numéros 10 en Serie A année 2020? Donc je précise qu'on parle bien du poste, du numéro, hein, et pas du poste du numéro 10, mais bien du numéro sur le maillot. Ça c'est une question pour les. Ça c'est une question, une question d'un Romain pour que je dise Francesco Totti. Moi je l'ai compris direct, hein, mais bon. Alors je mettrai un petit original, peut-être que c'est pas quelqu'un qui vient tout de suite, c'est Adrian Mutu, le Roumain qui a longtemps joué à la Fiorentina. Très bon joueur. Et puis après, obligé d'en mettre deux numéros 10, Del Piero et Francesco Totti. Voilà, ça c'est, je pense, peut-être mon top 3. El Floco, Flo, bravo pour ton évolution quand tu parlais plus de la Serie A. Ben, merci à toi Flo, et puis bravo à toi aussi pour ta belle évolution sur YouTube. Quand tu parlais plus de la Serie A, alors, en termes de vidéos YouTube, je pense plus faire de vidéos voilà, sur les championnats européens parce que il faut le dire, c'est pas les vidéos où je prends le plus de plaisir, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux et c'est pas non plus les vidéos que vous préférez. Donc, moi je pense parler des championnats européens et donc de la Serie A, qui est le championnat que j'adore et que je suis le plus. Ben, je compte peut-être en parler en live, justement, discuter avec vous de l'actualité du football, mais justement parler de la Ligue des Champions, des Coupes d'Europe, des championnats européens, donc de la Serie A. Dites-moi si ça vous plaît, mais je ne me sentirais pas de refaire des vidéos sur les championnats européens ou voilà, que j'avais fait une vidéo sur la Serie A il y a quelques mois, pardon. Bon, c'était une longue vidéo et bah, j'avais pris beaucoup de plaisir à la faire, mais peut-être pas tant que j'en ai à faire une vidéo sur des ultras. Et au final, en fait, je raisonne aussi en fonction de ce qui marche et de ce que vous aimez. Et par exemple, si aujourd'hui je fais une vidéo qui sera champion en Italie, elle marchera moins que si je fais un truc sur les ultras de Rostock. Je veux dire, il faut que je raisonne comme ça aussi. Donc voilà. Sur mes réseaux sociaux, oui. Par exemple, Twitter, Instagram, avec grand plaisir. Twitter, je réagis tout le temps. Donc n'hésitez pas à me suivre. Tous les liens, enfin X maintenant. Tous les liens sont en description. Donc n'hésitez pas à me suivre. Mais voilà, je réagis à l'actualité football, on commente, on débat dans le respect. Et voilà, mais la Serie A sera peut-être plus sur du live par exemple. Antoine, dans quel stade rêverais-tu d'assister à un match et pourquoi? Alors, il y a un stade que je veux voir, c'est le rêve ultime, c'est San Siro. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais voilà, c'est obligé. C'est le stade où j'aimerais aller. Il n'y a pas de... Voilà, là, ce serait les émotions. Là, ce serait vraiment les émotions San Siro parce que ça fait fantasmer et j'adore ça. Donc voilà, donc c'est le stade. Courva Sud, Courva Nord. Voilà, juste voir ça. En fait, le derby de Milan, quoi. Avoir un derby de Milan à San Siro serait exceptionnel. Sinon, je te rajoute un truc, le match que tu aimerais le plus voir, comment ne pas citer une finale de Coupe du Monde? Les deux camps, les hymnes, les supporters, la tension, le trophée, enfin bref. Ça aussi, c'est incroyable. On continue rapidement. Lilian, Ormes, quel projet sportif t'emballe les plus cette année en Ligue 1 et pourquoi? Alors, on est obligé de citer l'OM. Moi, je suis obligé de citer l'OM. Parce que même si, pour moi, il y a un peu d'emballage sur le mercato, il faut faire attention, il y a beaucoup de paris. Aubameyang, c'est un très bon joueur, mais pour moi, ça reste un pari, hein, il peut flop. Il y a quand même un mercato très séduisant, très intéressant, très alléchant. Tu as forcément envie de voir ce que ça va donner en Ligue 1, est-ce qu'ils vont titiller le PSG, est-ce qu'ils vont gagner le titre, est-ce qu'ils peuvent aller le faire. Bon, il faudra faire mieux au Vélodrome parce que l'année dernière, ils ont perdu beaucoup de points, mais c'est forcément intéressant. Et puis ils ont Marcelino, qui est un entraîneur que j'ai pas mal vu en Espagne. Voilà, parce qu'avant, j'aimais bien suivre la Liga, plus que maintenant. Et il y avait Marcelino, donc je regardais pas mal des matchs. Et voilà, ça peut être juste un entraîneur très rigoureux, très intéressant. Donc hâte de voir ça, hâte de voir le projet de l'OM en fait, tout simplement. Est-ce qu'ils vont gagner un titre aussi cette année? Obligé de citer Strasbourg, parce qu'ils ont été rachetés par Chelsea, parce qu'il y a tout cet aspect. Maintenant, le club va rentrer dans une plus grande dimension, ils rénovent la méno, ils font un mercato. Alors actuellement, ils ont signé Emega, ils ont signé aussi Silla. C'est deux super joueurs, en tout cas très intéressants. Je ne sais pas s'ils vont faire le jeune russe Zakarian, peut-être qu'au moment sur la FAQ c'est fait. Mais Arsène Zakarian,
c'est un petit prometteur, c'est un jeune crack. Donc voilà, il y a plein de beaux projets, c'est très très alléchant. Donc forcément, j'ai envie de voir, est-ce que cette équipe va pouvoir jouer l'Europe? On sait qu'ils avaient joué l'Europe il y a 2 années et que ça avait été à la dernière journée, ça aurait été passé sous le nez. Est-ce que là, cette année, ils vont pouvoir embêter justement d'autres équipes et se mêler à la lutte? Et puis Lille ensuite, voilà, qui a signé le petit Haraldsson là, qui a l'air prometteur, que je ne connais pas trop, Umtiti, qui a Fonseca, et on l'a vu, pour ceux qui ne suivent pas la Serie A, mais Fonseca, ça joue, ça aime le jeu, ils vont peut-être garder Jonathan David, donc voilà. Et puis ils ont la conférence, et je suis persuadé qu'ils ont un coup à jouer avec la conférence. Donc Lille, en Ligue 1, mais plus sérieusement sur leur saison, voilà, je pense que c'est... là, on a 3 projets qui me plaisent et que j'ai vraiment envie de voir cette année. Télis M, oh, la question piège, Marseille ou Paris. Alors, d'abord, avant toute chose, je n'ai aucun problème avec les Marseillais ou les Parisiens, mais vraiment aucun. J'ai des copains parisiens, des copains marseillais, et puis sur Twitter et YouTube, j'ai rencontré des Marseillais, des Parisiens, donc très très cool. Étant donné que j'ai vu un match au Vélodrome et que alors l'ambiance m'a subjugué, j'ai jamais vu de match au PSG. Peut-être que je dirais peut-être un peu plus l'OM, parce que justement j'ai vécu quelque chose avec l'OM et pas avec le PSG, donc voilà. Et puis je ne vais pas vous cacher que je n'aime pas trop la direction du Paris Saint-Germain. Mais voilà, je veux dire, sportivement, j'ai aucune préférence. Si vous me dites un match au MPSG, je supporte personne. Hein. Vraiment, j'en ai absolument. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui doit à chaque fois supporter quelqu'un ou être contre quelqu'un. Moi, je supporte mes clubs et c'est tout. Marseille ou Paris, par exemple, c'est très français ça de supporter, de dire quelle équipe tu supportes sur ce match. Alors que tu peux très bien ne rien avoir à faire, quoi. Maintenant, Marseille-Paris, si par exemple l'OM est à 4 points du PSG, premier à 3 journées de la fin, bon, peut-être que voilà, sportivement, pour qu'il y ait un petit intérêt, j'aimerais bien que l'OM gagne, mais voilà, il n'y a pas un club que j'aime plus que l'autre et pas un club que je déteste plus que l'autre. On passe aux questions YouTube. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Et après, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire importantes, donc n'hésitez pas à rester. Sunti, quel championnat aimes-tu le plus regarder? Bon, j'ai répondu avant, c'est la Serie A. Voilà, c'est le championnat voilà, que je suis depuis le début, un grand passionné, que j'ai pu suivre de l'intérieur quand j'ai vécu à Florence, en Italie. Enfin, c'était génial. Donc voilà, la Serie A. Comment as-tu commencé à t'intéresser au supporterisme, notamment ultra? C'est une bonne question. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez observateur en fait. Donc quand je regardais des matchs à la télé ou alors quand j'allais au stade, je regardais tout ce qu'il y avait autour. Je ne regardais pas forcément les 11 joueurs, les 22 joueurs qui se battaient sur le terrain. Et je regardais le voisin à côté de moi qui buvait sa bière, les tribunes ultra. Et je me disais, mais c'est incroyable ces gens. Ils viennent là pour chanter. Et ils arrivent, ils repartent, ils font les déplacements. Et même en regardant la télé, derrière le but, j'adorais en fait à chaque fois voir la bannière, voir la bâche, regarder. Et ça m'a plu beaucoup. Et quand j'ai su après qu'il y avait aussi toutes ces histoires parfois politiques, parfois historiques, alors là, j'ai foncé direct. Ça m'a intéressé, mais véritablement, quoi. Paolo de Simpson, as-tu une collection autour du foot, maillot, écharpe, goodies, etc. Ah, enfin, je vais pouvoir vous montrer ça. Je rigole, j'ai tout préparé, bien sûr. Alors, je vous ai parlé avant de ça. Mon deuxième album Panini. Mais j'ai une collection d'albums Panini. Et j'adore ça, en fait. Donc ça, c'était l'un des deuxièmes que j'ai fait. Bon, il part un peu en lambeaux, hein, comme vous pouvez le voir, Euro 2008. Mais j'en ai d'autres. Les plus récents, Euro 2016, Euro 2020, Russie 2018. Bon, alors il n'y en a aucun de plein par contre, hein. C'est juste des albums Panini. South Africa 2010, la Coupe du Monde 2006, et après je vous montre une relique. Hein. L'Euro 2000, la Coupe du Monde 2002, et puis là, celui il appartenait à mon père, mais il me l'a donné. Mexico 86. Il est exceptionnel. Il y a la Bulgarie, il y a l'URSS dedans, il y a la vieille équipe hongroise, l'équipe italienne, Ancelotti, Bruno Conti, Tardelli, Di Gennaro, Paolo Rossi. Incroyable. Et puis bien sûr, il y a, attendez, Diego Maradona aussi qui est là, qui est ici. Ça doit valoir cher cette carte aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je vais vous montrer la France. Attendez, il y avait la France, en plus je crois qu'elle est pleine. La Belgique, le Paraguay. Ouais, regardez la France. La France pleine. Avec Platini, Alain Giresse, Rocheteau, Tigana, Fernandez, Amoros, Joël Batz, Batiston. Puis vous avez vu le vieux logo de la FFF sans les étoiles. Eh oui, on est en 86.
Voilà, ça, j'adore ce genre de choses. J'adore ce genre de choses. Donc ça, j'ai une collection de ça. Vraiment, alors j'ai une collection d'albums, pas des stickers. Il n'y en a aucun qui est quasiment plein, mais voilà. Et puis alors une autre, alors écharpe, j'en ai 3, mais bon, c'est pas vraiment une collection. Maillot, j'en ai certains. Alors, je voulais vous ramener celui-là parce que ça, je pense que c'est un de mes préférés. Maillot de la Juve 2004-2005, qui a été offert par des amis en plus, donc il a une petite valeur pour moi. Le magnifique logo, les 2 étoiles, le sponsor Sky Sport. Enfin bref, j'adore ce maillot. J'ai une petite collection, il doit y avoir 25-30 maillots. J'ai Metz, le Barça, j'en ai 4-5, Séville, Milan, la Roma, le Napoli, Besiktas, Porto, Benfica, Boca Juniors. J'ai quelques maillots. C'est pas une très grande collection, mais j'aime bien me ramener parfois un petit souvenir d'un voyage ou quelque chose comme ça, quoi. Zizoxo, pour toi, quelle est la région où il y a le plus d'ambiance en termes d'ultra? Pays de l'Est, pays occidentaux, Amérique latine, Maghreb, etc. Compliqué à choisir, hein. Compliqué à choisir. Bon, alors c'est pas le pays, c'est pas l'Occident, ça c'est sûr. Pays de l'Est, c'est tellement bien. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais aller dans les pays de l'Est, en Pologne, dans les Balkans, c'est bouillant. En Hongrie, c'est Europe centrale. Hongrie, Autriche, Europe centrale. Ouais, pays de l'Est, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on attend encore une plus grande dimension en Amérique latine. En Argentine, en Uruguay, on en avait parlé lors du Zoom sur le foot, et puis en Afrique du Nord. Le Maroc, bien sûr, c'est fou avec le Wydad, Tanger, le Raja, et puis d'autres clubs, bien sûr. Mais n'oublions pas non plus l'Algérie, où le supporterisme est fou, ou en Égypte, on en avait parlé lors du Zoom sur le foot aussi. Il y a beaucoup de très bons ultras. Bon, en tout cas, il y en a eu parce qu'il y a des groupes qui ont été dissous. Mais voilà, donc à choisir, je dirais Amérique latine peut-être. Yousni, tu dois choisir, bah voilà, c'est un peu une question pareille. Tu dois assister entre un match du Wydad Casablanca ou du Legia Varsovie. Lequel choisis-tu? Un dilemme compliqué. Je vais choisir le moins probable en fait. C'est-à-dire que là actuellement, c'est plus probable que j'aille voir un match en Pologne qu'au Maroc. Et donc plus probable que j'aille voir le Legia que le Wydad. Donc là, si je dois choisir maintenant, là, au moment où je tourne, j'ai envie d'aller au Maroc et de voir le Wydad. Voilà. Des questions ensuite des amis belges. Ultra Liège, as-tu comme thème abordé dans l'une de tes prochaines vidéos le football belge? Continue ce que tu fais, on kiffe ici en Belgique. Merci les amis belges. À quand une vidéo sur le foot belge de Gianmarco? Força à toi. Oui les amis belges, il y a des vidéos sur la Belgique qui vont arriver. Déjà il y a un ultra politique qui viendra sur les ultra inferno du Standard. On en parlera, donc on parlera déjà du football belge. Peut-être avec l'Euro qui va arriver, on parlera de la Belgique, bien évidemment. Mais j'ai envie de faire quelques petites vidéos aussi, peut-être pourquoi pas un zoom sur le foot en Belgique, ça pourrait être sympa. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos sur la Belgique qui vont arriver. Garbo, comptes-tu faire une vidéo sur les façons de supporter dans les différents pays? Je ne sais pas, parce que dans Zoom sur le foot, il y a un chapitre supporterisme où j'essaye de parler un peu de supporterisme à chaque fois. Maintenant, c'est probable que sur une certaine vidéo, par exemple, je me focus sur la Grèce, ou sur la Turquie, ou sur la Pologne. Pourquoi pas faire une petite série, peut-être par aire géographique? Je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui est prévu. Et il y a trop de projets, trop de grosses vidéos déjà prêtes, ou en tout cas en cours de façonnement, qui passeront avant. Donc c'est pas une priorité. Maintenant, si la demande populaire elle est folle, voilà, je peux changer les plans, il n'y a aucun problème. Batonix, peux-tu nous conseiller des bons livres sur le supporterisme et la culture ultra notamment? Alors, je vous conseille le livre Ultra, les autres protagonistes du football. Il me semble que c'est Sébastien Louis avec la préface de Paul Dietschi. Voilà, je pense que c'est un très très bon ouvrage. Et puis je vous en ai ramené 2. Le football dans le caillou yougoslave. Donc là, c'est plutôt orienté Balkan. Loïc Trigourès, que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisé pour les Bad Blue Boys et les déliés. N'hésitez pas à voir, c'est super intéressant. Il n'y a pas que, c'est pas que ultra, mais il y a beaucoup de choses, notamment ultra. Donc très bien. Et puis une histoire populaire du football de Michael Correa. Je vous mettrai toutes les références en description. Voilà, il y a des passages sur les ultras, sur les Karchi du Besiktas, il y a quoi d'autre? Il y a 5 polis notamment, il y en a d'autres. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et la dernière question, Papa Vaga, quel sujet aimes-tu faire sur la chaîne et qui sont présents dans la saison pro? Quelle vidéo à l'inverse tu ne comptes plus refaire? Alors, les sujets qui seront là, bien évidemment, l'ultra et politique va être là, il y en aura beaucoup. Du zoom sur le foot, des grands récits, les rivalités des sélections nationales sera toujours là. On parlera encore bien sûr de géopolitique de football, d'histoire de football. On parlera aussi de pas mal de choses, notamment liées à l'Europe, puisque l'Euro va arriver, donc il y aura une petite vidéo sur l'Europe, vous allez voir. On parlera d'Allemagne de l'Est, on parlera d'Ultra, on parlera de Tifo, on parlera de beaucoup de choses encore. On parlera aussi en live, comme je vous l'ai dit, parfois de championnat européen, de Ligue des Champions peut-être aussi, mais il n'y aura plus de vidéos Ligue des Champions, Coupe, Championnat, Mercato, enfin voilà, ça c'est les vidéos que je ne compte plus refaire parce que ça ne marche pas
et parce que les gens ne me suivent pas pour ça. Et il y en a trop sur YouTube. Des gens qui parlent de joueurs, je sais pas, les joueurs surcotés, les joueurs sous-cotés. J'en ai fait aussi, hein, mais il y en a trop. Il y en a trop. Et les gens ne suivent pas l'Arena Foot pour ça. Et je pense que c'est pas le genre de contenu aussi qui me stimule le plus intellectuellement et que je préfère faire. Donc il y a certains sujets, on va dire, basiques sur le football qui ne seront pas faits sur cette chaîne. Parce que même si ce n'est pas les sujets qui marchent, je veux dire, c'est les sujets les plus médiatisés, mais ce n'est pas les sujets qui m'intéressent le plus et qui font que voilà, les gens me suivent. Donc voilà, donc il y a certains sujets qui ne seront plus là. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui seront là. Et puis bien sûr, la saison prochaine, beaucoup de choses. Avec les grandes compétitions, Copa América, Cannes et puis bien sûr Euro, retour en route pour l'Euro. Voilà, ça va y aller, ça va être une période incroyable 2024. Donc voilà, il faudrait être là, je compte sur vous. Et puis on parlera beaucoup de choses. Ultra de l'Euro, on parlera, vous allez voir, histoire de l'Euro, on fera des grands récits. Enfin voilà, soyez présents parce que ça va être encore une fois une saison très très importante. On va essayer d'avancer encore, de progresser, de toujours produire le meilleur contenu possible pour vous. Et voilà, ça va être une belle saison, j'espère. Bon ben voilà, on est arrivé au bout. Alors j'espère que vous êtes encore là. Je mettrai la timecode à partir de ce moment-là, si jamais vous voulez un peu zapper avant. Mais beaucoup de choses à vous dire. Alors d'abord, merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux ces derniers temps, donc ça me fait tellement plaisir. Et puis, merci. Vous savez, rien qu'un like, un commentaire, un message de soutien, c'est tellement important pour moi, pour une petite chaîne. Ça permet de référencer, ça permet de donner de la force. Et voilà, j'ai aussi pu rencontrer beaucoup de monde dans les commentaires, me rapprocher de certains, m'entretenir avec eux. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. Donc je vous invite aussi à le faire. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Avant de passer à la petite question que je vais vous poser, là il n'y aura plus de vidéo pendant un petit moment. La raison est simple, au moment où je sors cette FAQ, je suis parti en vacances. Et puis je prépare la saison 4. Donc je prépare beaucoup de choses, nouveaux sujets, nouvelles vidéos. Beaucoup de changements vont arriver, nouvelle identité visuelle, nouveaux logos. Des petites surprises encore, je ne vous dis pas plus, mais soyez au courant. Donc voilà, là il y aura une petite pause. Ça a été une saison éreintante. Mais demain, enfin au moment où sort cette vidéo, le lendemain, il y aura un post qui va être mis sur YouTube et tous les réseaux sociaux que je vous demanderai de lire. C'est un post important. Il récapitule pas mal de choses, mais c'est aussi un remerciement. Donc voilà, l'occasion, en gros, je vous résume la situation. Petite pause, on se retrouve fin août pour lancer la saison 4. Ça va être énorme. Retour du travail politique, zoom sur le foot au Japon. Enfin, on va vraiment faire beaucoup de sujets. Voilà, donc j'ai très hâte de vous dévoiler tout ça. Mais petite pause pour bien travailler, pour souffler et puis pour aborder tout ça l'année prochaine, la saison prochaine. Alors la petite question, elle est simple. Moi, je veux savoir en fait, quand est-ce que vous m'avez découvert, l'année. Est-ce que c'est cette année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et la vidéo. Quelle est la vidéo et en tout cas, voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment waouh, vous dit je vais m'abonner à cette chaîne et voilà, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y en a certains qui diront la même, mais j'ai envie de voir si il y a des gens encore qui sont là depuis très longtemps ou pas, donc j'ai envie de voir ça. Et ça me ferait très plaisir que vous écrivez ça en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette longue vidéo. J'ai essayé de faire court, je suis vraiment désolé, c'est passé très vite. Mais voilà, j'espère que si vous êtes en vacances, profitez bien. Je ne sais pas où vous regardez cette vidéo, peut-être à la plage, à la montagne, je ne sais où, mais profitez bien. Bon courage à tous les autres. Et voilà, on se retrouve fin août, lancement de la saison 4. Vous allez me manquer, mais vous allez voir, ça va valoir le coup, ce petit temps de travail, de pause, pour permettre à la chaîne de bien repartir. Il y aura un petit changement également, vous verrez ça après. Mais voilà, et puis je vous invite aussi à voir le post, comme je vous l'ai dit, qui sortira demain dans l'onglet communauté. Et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas aussi à passer voir les chaînes YouTube et comptes Twitter que j'ai mis en description. C'est les comptes des amis, les comptes aussi voilà, de gens passionnés qui méritent aussi de la visibilité. Voilà les amis, vous allez me manquer, je le redis encore une fois. Prenez soin de vous et profitez des vôtres et on se retrouve fin août pour le lancement de la saison 4. Ciao.